Bonjour, nous sommes avec toute l'équipe derrière nous de l'ingénieur du son qui s'appelle Antoine et avec Philippe Monnier, le caméraman. Nous sommes en restreint, bien entendu, ça va de soi. Mais j'ai le plaisir de recevoir Rosa, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Merci. Et on a quand même les règles d'espace. Plus d'1 mètre, je crois, Rosa. Oui, on est bien là. Et donc, nous allons présenter son tout nouveau projet qui a marché énormément, là, d'ailleurs. Et elle s'appelle Era Couture. Era Couture Rosa. Donc voilà, là, tout le monde m'appelle Rosa. Rosa, ça c'est sûr, c'est le Rosa. Merci Myriam pour cette invitation, les Pères Love Sisters. Ben, je suis contente d'être là après un grand confinement, malheureusement. On n'a pas travaillé. Voilà. Enfin, tu n'as pas travaillé chez toi. Oui, j'ai pas travaillé. Bon, moi, je suis son styliste de couture, donc je suis improntée surtout sur les robes de mariée, cérémonie et gala. Et cette histoire de virus, bien sûr, elle a aggravé énormément la situation financière de l'entreprise. Mais là, qu'est-ce que je pouvais faire? Toutes les commandes de robes de mariée. Qu'est-ce que je pouvais trouver comme solution, tu veux dire? Ok, exactement. Qu'est-ce que je pouvais trouver comme solution pour aller à l'avance et faire si que mon projet ne s'arrête pas là? Chose que c'est impossible. Parce qu'à un moment donné, j'étais eu au téléphone et tu étais, avant de trouver cette solution, affolée. Oui, exactement. Ben oui, parce que, bon, déjà, je suis italienne, donc j'étais très triste de ce qui s'est arrivé à mon pays. J'avais aussi un cas dans ma famille, donc c'était très, très triste, ces histoires. Mais après, je me suis dit, c'est pas comme ça qu'on arrive à résoudre et rebondir après cette énorme crise dans tous les pays d'Europe. Alors, qu'est-ce que je veux... Dans tous les pays d'Europe. Oui, et aussi étrangères. Mais nous, voilà, on a vécu tout de suite là, parce que c'était dur, très dur. On va aller très rapidement, mais comment tu as vécu dès qu'on a eu tous la surprise d'ailleurs, et qu'on s'est retrouvés emprisonnés presque chez soi. Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été la peur? Est-ce que ça a été la panique? Non, panique pas trop, mais la peur déjà, de ne pouvoir plus entrer dans mon pays, chez ma famille, parce que je suis en France. Comme beaucoup d'ailleurs, hein. Oui. Parce que je vais te dire, même ici en France, ils ne voyaient ni leurs parents, ni rien dans les EHPAD, hein, attention. Hein. Ouais. C'était tout le monde, hein, finalement. Oui, peut-être, mais moi, là, en France, je suis vraiment toute seule avec mon fils. Et savoir que j'avais un cas dans ma famille et que j'avais l'interdiction de rentrer en Italie et que je ne pouvais plus travailler, c'était la peur de ne pas trouver la solution pour se sortir de cette situation. Parce qu'on va dire, Rosa, elle, c'est une fille très courageuse qui donne beaucoup d'elle-même. Elle a une générosité extraordinaire et c'est une grande styliste. Et elle est passée dernièrement à notre télé web Love Sister il n'y a pas longtemps, mais là on a trouvé que tu faisais des choses extraordinaires au niveau des artistes. Merci. Puisque tu m'as envoyé tes masques magnifiques. Voilà. Et donc on va pouvoir les voir en gros plan. Il y a les masques assortis avec les vêtements. Tu es en train de préparer pour les robes de mariée au cas où. Oui, exact. Il est déjà, mon projet, il est déjà projeté pour faire si que les mariés qui se marient à la mairie, ils peuvent avoir la masque assortie à la robe, donc haute gamme et haute couture, pour pouvoir se marier. Voilà. Donc, toi, tu penses... J'ai une question complètement bizarroïde que je vais poser comme question. Tu penses que le marié sera aussi obligé d'avoir un masque lors de la réunion de centaines de personnes pour son mariage? Alors, déjà, aujourd'hui, ça passe pas comme ça parce que le mariage à la mairie, il consomme seulement 4 personnes. Encore maintenant? Oui. Donc, les 100 personnes, ils ne sont pas concernés. Ils ne peuvent pas être présents. Mais ils peuvent être présents pour la fête. La fête, oui, mais à partir du 15 juillet.
Oui, on est encore sous cette... oui, mais donc, on parle du après, oui. Alors. On va parler du après. Alors, après qui peut savoir après? On ne peut pas savoir qu'est-ce que ça passera après. Mais je pense qu'au moment de Louis, le marié et le mari, ils doivent avoir des masques. Voilà. On va faire les masques assortis. On a compris, c'est pas que pour la femme maintenant. Non, c'est pas un problème de femme-homme, c'est un problème général. Oui. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé pendant le confinement? Voilà, je me suis dit, je suis une couturière, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il a besoin aujourd'hui, l'humanité? Comment je peux mettre en œuvre? Et là, je me suis mise à fabriquer des masques comme beaucoup qui travaillent dans le secteur textile. Mais je voulais donner cette touche un peu haut de gamme, un peu quand même, voilà, je fais ça de l'haute couture. Et donc, j'ai un peu changé un peu le gabarit obligé à suivre par les normes en vigueur. Mais je l'ai un peu amélioré sur certaines choses et j'ai rajouté la dentelle de Calin. Voilà, qu'on va voir en photo d'ailleurs. Et sur cette dentelle, moi, lorsque tu m'as envoyé les masques, j'ai été très surprise de voir qu'on pouvait mettre une protection qu'on met normalement, oui. très privée aux femmes. Ouais. Mais je l'ai vu dans le masque, c'était génial. Donc, si vous n'avez pas quelque chose pour vous protéger, prenez des protections féminines, ça marche. Oui, oui, c'était. Alors, quand on crée un nouvel produit, surtout quand on va servir la masse, donc public varié. Le masque. Oui, la masse de gens différents. Les masques. Les masques. Donc, on va étudier comment faciliter faciliter les tâches de porter un masque. Donc, c'était déjà trouver le tissu adapté. En plus, j'ai créé un filtre à l'intérieur de la masque qui, au départ, je me suis dit, on va être suivre les normes d'hygiène. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'utilise la femme quand elle a ces petites règles? Utilise un protège-slip, un salve-slip, comme ça se dit en français. Un protège-slip. Un protège-slip. Et ça, donc la poche intérieure que j'ai créée, on met un protège-slip qui dure 4 heures comme la vie d'un masque traditionnel. La différence, c'est qu'avant de rentrer à la maison, on le jette. On met cette masque dans une pochette. On les jette dans une poubelle, hein, vous avez bien compris. Oui. Dans une poubelle, soyez civique. Exactement. Et on peut être un peu plus sécurisé que rentrer à la maison avec un masque qu'on a porté toute la journée et qu'on pose n'importe où. Et à mon avis, c'est moins hygiénique de jeter le filtre et remettre la masque dans une pochette, puisque j'ai créé la pochette d'arrangement, et oublier cette pochette dans la voiture à la place de la porter, ramener tout de suite à la maison. Parce que c'est étudié que ce virus, sur le textile, il n'a pas duré très loin. Donc, après un certain 3-4 heures, 5 maximum, normalement, il disparaît. Voilà. Donc, donc, son masque en tissu, on le lave tous les jours, tous les soirs. On le lave. Je pense que c'est bien de le laver tous les soirs et d'avoir les 2 masques, parce que j'ai fait le lot de 2 masques, parce que le temps que le matin, vous pouvez utiliser un masque, l'après-midi, vous pouvez utiliser l'autre masque. D'accord. Et si on veut commander tes masques en dentelle, où on les trouve? Alors, moi, normalement, on les commande sous mon email. Donc, un email? Oui, sous l'email. Mais tu as un endroit où on peut faire une commande quand même? Oui, mon numéro de téléphone, c'est tout pour... c'est tout sous demande. Donc, j'ai un numéro de téléphone, il m'appelle, je prends la commande. On vous montre quelques photos, voilà. Quand même, là, c'est intéressant. Et donc, je suis située à Pézenas, à la rue Anatole France, 16.
Et tu vas avoir des monde qui va venir te voir. Hein, oui, oui. Et c'est parti très bien parce que je distribue les masques aujourd'hui une certaine région de la France et maintenant on est parti par la Suisse, par la Réunion et pour les autres pays, l'Italie et bientôt aussi la Suisse allemande, parce que maintenant c'est la Suisse allemande. On fabrique avec la fabrique de Pézenas, parce que j'ai fait cette partenariat avec la fabrique de Pézenas. On fabrique les masques. Aujourd'hui, il y a une énorme commande. On a fait 12 styles de masques, un masque plus fashion, donc dédié à les sociétés, à le professionnel. Et non, et des masques plus, on va dire, haute couture pour les soirées, les artistes, voilà, exactement. etc. Et on va commencer avec Myriam aussi la customisation des habits. On pourra, avec la customisation, la propre masque adaptée. On va laisser défiler un peu les photos, si tu veux bien, et te taire un petit peu. Et on va laisser défiler les photos 2 minutes. Et en même temps, on va discuter aussi de quelque chose qui est très important pour moi, parce que tu as eu un gros contrat. On va en parler tout à l'heure. Tu as fait un travail magnifique et en même temps, tu m'as parlé d'un gros contrat que tu viens de réaliser là. Oui, en effet, le gros contrat est avec la société qui s'appelle La Fabrique, qui est située aussi en Pézenas. La Fabrique. Oui, la vieux Pézenas, voilà. Et ils me sont venus à toquer à la porte et me dire, on veut créer une ligne de masques fashion, on a besoin d'un professionnel aussi pour créer le gabarit et être dans les normes. Et je lui ai dit, je vous écoute. Et là, c'est parti. Cette grosse contrat, on est environ à 1000 masques à la semaine sur 5000 masques par mois. D'accord, 5000 masques par mois. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est, étant donné que tu as ton nom bien intégré, RA Couture, est-ce que sur les masques, il y aura quand même ton nom? Alors, pas forcément. Parce c'est bien dommage quand même. Oui, mais on est en train de fusionner cette collaboration très importante. Ah, vous allez la fusionner, oui, d'accord. Oui, fusionner parce que c'est parti. Qu'est-ce que ça arrive avec les masques? On n'a pas le temps de réfléchir, on a besoin de masques. Oui. Donc, c'était très vite. Et maintenant, on a fusionné. J'ai installé mon atelier. J'ai pris du personnel. Donc, aujourd'hui, on est plus performance pour s'y relier et fusionner cette collaboration. Voilà, c'est très bien. Donc, elle va fusionner cette collaboration en espérant quand même qu'il y aura son nom, parce que sinon, je ne serais pas trop pour, s'il n'y a pas ton nom. Non, mais sûr et certain mais tout s'est mis en place, ça fait même pas 10 jours. Oui, c'est récent. Mais ce serait bien quand même que tu insistes pour ton nom, ma chérie. Ça sera fait. C'était tellement généreuse que je reste quand même. Oui. Voilà. Donc là, tu nous as mis en valeur 2 jolies robes. Une robe de mariée, je pense, une robe de sortie cocktail, je pense. Oui. Hein? Donc voilà, Parlement. Donc ça, c'est ta robe de mariée actuelle, la nouvelle. Oui, et ça, c'est la nouvelle collection qui s'appelle La Lumière. Oui. Ces pièces ont défilé au Salon de mariage de Genève en novembre 2019. C'est une robe qui a cette traîne détachable.
Donc, on entre à l'église avec la traîne, comme toutes les mariées. Et après, on détache la traîne. Après, on peut détacher la robe très vite le soir pour économiser le temps? Oui, ça c'est il rapporte à l'envie du moment. Donc, c'est un dentelle parisien, comme on l'appelle en italien. Et le chapeau... alors, moi, tu portes comment, sur la tête ou sur le côté? Sur le côté. Sur le côté. Sur le côté. D'accord. Alors, j'ai voulu lancer l'année passée la mode d'enlever un peu le voile, le fameux voile classique, et lancer les mariés avec des chapeaux. Ça, j'adore. Et je pense qu'aussi dans le mariage, on va porter quelque chose de nouveauté. Pas rester seulement sur le traditionnel voile, que c'est très beau, mais il y a des filles qui n'aiment pas le voile et qui, avec une belle Une belle coiffure. Une belle coiffure. Oui. Une coiffure spéciale mariée. Oui, voilà. Il peut mettre une valeur aussi, être une valeur aussi sans voile. D'accord. Et la robe à côté, c'est... C'est une robe... Donc, ça, c'est une robe cocktail. Donc, aussi... J'adore travailler la dentelle. Oui. Donc, pour moi, la dentelle, c'est le savoir-faire d'une vraie couturière et de savoir travailler la dentelle à la main. Donc, voilà, c'est une robe cocktail. Vous avez vu, le masque est assorti à la robe cocktail. Oui, effectivement, j'ai fait assortir la masque à la robe parce qu'on est dans une situation que la manière de pouvoir aller à des mariages, être présent le moment de lui, c'est être avec des masques. Mais je pense que les bisous, c'est fini même au moment du mariage. Oui, les bisous, le marié et la mariée ont le droit de s'embrasser, c'est tout. J'espère. Et après, on a une robe de soirée de l'autre côté. Ah oui, il y en a une autre très jolie. Très jolie. Une dentelle. Elle me plaît beaucoup, tu sais. Oui, c'est tout à fait ton style, je pense. C'est mon style un petit peu plus décolleté. Oui, mais alors, cette robe, en dessous, elle a, on va dire, une petite robe créée à top, avec un tissu, gris. Oui, d'avoir. Oui, voilà. Tu peux mettre plein d'accessoires sur la robe. Si on a envie de la faire très moderne, un peu gothique, comme une ceinture. Exactement. On peut tout mettre, quoi. Voilà, c'est ça qui est génial. C'est une robe que vous pouvez la changer à l'occasion. Voilà. Il rapporte où vous doit aller. Elle est très, très jolie, ma chérie. Très, très jolie. Merci. Donc, un dernier point, donc on a vu un petit peu. Je recevrai souvent Rosa parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et c'est vraiment magnifique. Elle est ouverte à toute demande. Et moi, encore aujourd'hui, quand tu me dis on peut me joindre à Pézenas, on peut me joindre par téléphone, mais par exemple, on clique sur Internet RA Couture. Oui. Era Couture, vous allez sur mon Facebook. On voit ton cursus. On peut savoir où on peut te joindre, etc. Donc voilà. Oui. Donc on va se quitter sur ce sujet où on peut joindre Rosa. Elle fait des choses magnifiques. Vous avez vu, ces masques sont magnifiques sur la table aussi. Assortis à tout, au jean, à tout ce qu'on veut. On peut être... voilà. Les masques dentelles, ça peut être même mélangé au gothique. Pour ceux qui aiment un petit peu le gothique et un peu érotique, c'est pas mal. Donc Rosa est quelqu'un de merveilleux et j'espère la recevoir très rapidement. Merci ma chérie. Merci à toi. Et merci à Et le but d'avoir reçu Rosa, c'est surtout ces masques en dentelle qui sont très 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 importants. Ils sont très très recherchés, je dirais. Je m'attendais pas, honnêtement. Non, elle s'attendait pas, mais elle l'a fait. Elle est capable de tout, cette fille. On vous dit bye bye les Love Sisters. Au revoir. Au revoir. J'ai le plaisir de recevoir No, bonjour. Bonjour. Donc, du nom de No Villa Longa. Tout à fait.
On riait un peu parce que le prompteur, il faisait des scènes, il voulait pas mettre le mot exact, Villa Longa. En tout cas, c'est écrit sur mon t-shirt. En plus, c'est écrit, oui, mais attends, le temps qu'on voit, il aurait fallu faire un gros plan sur ton t-shirt quand même. Pousse pas quand même. Donc, No est chanteuse. Tout à fait. Donc, tu nous chantes quel style? Alors, pour définir mon style, je dirais folk rock, un peu pop aussi. Ah, un peu pop? Oui, un peu pop. Pop, folk, en fait, ça dépend, on va dire, il y a des versions acoustiques qui font plus folk. Les versions studio, des morceaux les plus calmes, ça fait très pop et certaines beaucoup plus rock. Et sur scène, on est carrément rock. D'accord. Français, anglais, les Anglais. deux? Anglais. Anglais. Donc, tu chantes depuis combien de temps? Alors, professionnellement ou... Professionnellement? Non, c'est très intéressant, la passion qui t'est arrivée petite, je suppose. Ah, tout à fait. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé à chanter. Enfin, j'ai écrit ma première chanson quand j'avais 6 ans. Mais j'ai commencé à chanter plus tôt, forcément. Je me rappelle, quand j'étais petite, je chantais Émilie Joly avec mon père. La chanson du grand oiseau. Et voilà, c'est comme ça que la passion du chant m'est venue. Et très vite, j'ai senti que c'était... comment dire, dans ma tête, je vivais un petit peu dans une comédie musicale, quoi. Toutes mes émotions, tout ce que je ressentais, tout ce que je voyais, etc., je le traduisais en musique. Et voilà. Donc c'est comme ça que ça m'est venu. Et puis ensuite, professionnellement, ça m'est un peu tombé dessus par hasard. Et j'ai commencé en 2014, on va dire. Fin 2013, début 2014, à faire des concerts et voilà. D'accord. Et donc, comment ça se passe, tes concerts ? Alors il y a plusieurs formules différentes. En général, j'ai commencé seule en acoustique avec ma guitare, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je l'ai fait parce que il fallait, parce que c'était aussi mon job étudiant, on va dire, et il fallait bien manger, comme tout le monde. Mais en parallèle, j'enregistrais en studio et je savais que mes morceaux, je voulais une basse, batterie, guitare électrique, etc., etc. Donc pendant des années, j'ai cherché des musiciens pour m'accompagner. Là, on est un bon petit noyau dur, je pense. Et du coup, là, les concerts tels qu'ils sont aujourd'hui, on est 5 sur scène, version électrique. Et on essaye d'avoir les plus grandes scènes possibles, mais c'est toujours très difficile. Et puis, surtout en ce moment, là, c'est un peu mort. Bah oui, comme tout le monde. Là, c'est un peu foutu. Et voilà. Mais voilà. Et en même temps, tu es là pour une raison bien précise. Tu t'es inscrit sur un réseau ou un site, je ne sais pas comment on peut appeler c'est une plateforme. C'est une plateforme qui récolte des fonds pour tes projets de clips vidéo, qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank. Tout à fait, voilà. Kiss Bank Bank. Tout à fait. Et je voudrais savoir, on connaît ce genre de plateforme, donc moi j'ai déjà reçu des artistes, et ces artistes-là qui mettaient une somme sur l'artiste qui lui plaisait, n'avaient pas du tout envie de mettre d'argent sur un autre artiste, et donc lorsque la somme n'était pas aboutie, obliger le fan, si on peut appeler ça comme ça, un fan de l'artiste, à engager sur un autre artiste. Alors là, non, là c'est totalement différent. Il ne s'agit pas de ça, parce que c'est pas le site en fait qui est mis en avant, c'est pas la plateforme, c'est vraiment le projet. Donc les contributeurs vont participer, vont donner une certaine somme pour aider l'artiste. En l'occurrence, il s'agit de moi, parce que c'est pour tourner 2 clips à la rentrée. Et si la rentrée jamais de janvier non, la rentrée de septembre. Et en l'occurrence, si la somme n'est pas atteinte,
les gens sont remboursés. L'argent ne va pas à un autre artiste. On leur rend l'argent. Après, l'argent, eux-mêmes, c'est leur argent. Ils en font ce qu'ils veulent, évidemment. Mais ça n'est pas reversé automatiquement à un autre artiste. Parce que je trouvais que c'était un petit peu exagéré. Oui. Je suis pas trop d'accord, quoi. Bah, disons qu'il faut le savoir. C'est ça le truc. Il faut le savoir. C'est ça. D'accord. Ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est quel style de personne t'engage. Dans quel endroit tu es engagée Comment ça? Quand tu es prise en tant que chanteuse. Alors, des bars. Des bars. Des bars musicaux. Après, alors, c'est moi qui démarche souvent. Bon, après, on me demande des fois, donc je fais des concerts dans des médiathèques, j'anime des choses comme ça. C'est ton propre agent artistique. Oui. C'est moi qui gère. Je m'auto-gère et puis les musiciens qui sont avec moi, etc. On joue là-bas. Après, on fait des tremplins. Parce que pour l'instant, on peut pas se permettre de louer une grande salle. On n'a pas le public suffisant pour remplir le Rockstore. Non, c'est pas possible. Mais voilà, donc soit on m'appelle pour faire un concert dans un bar musical, voilà, soit des tremplins. Jusqu'à présent, et quand on t'appelle pour un concert, c'est une durée de combien de temps à peu près? On va dire entre 45 minutes. Alors, il y a les concerts en médiathèque, par exemple, donc ce que j'appelle les showcases, c'est 45 minutes. Les concerts, on va dire sur une scène un peu plus grande, on va dire 1h15, 1h30. Et après, quand c'est dans les bars pour l'animation, là, je peux aller jusqu'à 3h. Oui, mais c'est par fragment, jusqu'à 3h. Oui, je fais des pauses. Tu fais des pauses. Parce que sinon, je tiens pas. Sinon, je tiens pas. Tes projets futurs? Mes projets futurs. Bon, il y a quand même les clips. Bon, il y a les clips. Hein. C'est vraiment ce sur quoi je suis focalisée actuellement. Après, je continue à composer et écrire de toute manière. Je l'ai toujours fait, donc je vois pas pourquoi j'arrêterais. Bah non. Alors, il n'y a pas de projet concret à venir là, si ce n'est faire des vidéos. Beaucoup de vidéos, en fait, me développer sur les plateformes et sur tout ce qui est type YouTube, etc. Faire beaucoup de vidéos, j'en ai pas vraiment beaucoup. Et c'est dommage. Sur tes textes? Non, sur mes chansons. D'avoir plus de vidéos, de représentations, de répétitions, de choses comme ça. Et même des vlogs, donc des blogs vidéo, pour montrer un petit peu ce que c'est la vie d'un artiste à mon niveau. Parce que on n'en voit pas beaucoup. Tu le qualifies? Non, je ne peux pas donner un terme pour le qualifier, je ne peux pas. Mais disons qu'on va dire quelqu'un qui en fait son métier, mais qui galère. Comme beaucoup d'artistes. Hein, exactement, mais du coup, on est beaucoup, mais on ne nous voit pas. Non, on ne le voit pas. Et je trouve que c'est important que le grand public sache qu'on existe aussi, en fait. Parce que beaucoup de personnes pensent que faire de la musique, ça se résume à participer à The Voice, par exemple. Et je trouve ça très dommage. Une fois, j'ai une très bonne amie à moi, qui faisait un concert. Et il y avait des jeunes derrière moi. Moi, j'étais dans le public, il y avait des jeunes derrière moi et qui ont dit mince, c'est dommage, pourquoi elle fait pas The Voice, elle serait connue. Et je me suis retournée et je leur ai dit mais pourquoi vous avez besoin de la voir à la télé alors qu'elle est en face de vous et vous la connaissez? Oui, mais ça, c'est le langage normal du peuple. Exactement. Et j'aimerais égoïstement, probablement, que ça change. Enfin, pas que ça change, mais au moins que les gens voient une autre image. Et une autre image. Et la bataille d'un artiste. Aussi. Et ne pas penser que c'est
simple, ce n'est pas simple. Exactement, et que c'est du travail. Et en même temps, c'est un apprentissage aussi, Voilà. un apprentissage d'accepter des réflexions dures, d'accepter... c'est un gros travail sur soi. Voilà, les compliments, un jour critiques. tu es adulé et un jour on va pas dire détester, le mot est trop grand, mais un jour, voilà, on va dire, voilà, donc comme il en faut tout, il faut de tout, donc voilà, le problème il est là. Et ce qu'on va voir, c'est un extrait certainement de ce que tu nous chantes. Hein. Tout à fait, oui. Et on va se retrouver tout à l'heure sur scène. Est-ce que d'abord tu voudrais me dire quelque chose de particulier ou pas? Mis à part Kiss Kiss Bank, c'est ça? Kiss Kiss Bank Bank, voilà. Et les deux morceaux en fait qu'on va interpréter seront les morceaux, bon là en version acoustique. Tout en sachant que tu as quand même déjà récolté 50%. Hein. Oui. On est déjà à 50% déjà de la somme. Hein. Il reste que quelques jours. Ça va vraiment se terminer vite, à peu près une semaine. Le problème, c'est la période. Le problème, c'est la période, évidemment. Et tu ne peux pas demander une rallonge comme on demande là, sur la plateforme? Non, ils m'ont refusé, j'avoue. C'est pas bien. Mais bon. C'est pas bien. Hein. Mais en tout cas, les deux morceaux qu'on va jouer, en fait, sont les deux morceaux qui vont être clippés. Alors on demande à Kiss Kiss Bank Bank de faire une rallonge si c'est possible. Et donc on va voir No sur scène avec son guitariste qui s'appelle Maxime Baggio. À tout à l'heure. This is big without complaining that way. You get stronger, I heard, than I did. They said, put all this first, and then you will be rewarded. Only if you don't expect anything in return. I may have gone too far in my values, so difficult to dare. Covers will fly away. I know I'm close to freedom. She's there. When look, I need her locked in the back of my grave. Afraid of falling, scared of my feelings. I wreck myself, I jam myself. I'm afraid to be broken. Rocking on a shell like doll. Rocking on a shell like doll. They said luck isn't for you. You have to fight to earn. At the cost of your blood you'll find your way to happiness. Life does not give you anything. She is thankless. So I'll breathe, run, jump, scream and cry. I may have gone too far in my values, so difficult to dare. Covers then fly away. I know I'm close to freedom. She's there. When look, I need her locked in the back of my grave. Afraid of falling, scared of my feelings. I wreck myself, I jam myself. I'm afraid to be broken. Rocking on a shell like a doll. Rocking on a shell like a doll. I see the light around, it's true, but I'm too weak to change it, it's true. I see the light around, it's true, but I'm too weak to change it, it's true. I wanna scream while tears roll, gently, sadly, because I wanna scream while tears roll.
gently, silently, because I'm afraid to be broken, I'm afraid to be broken, I'm afraid to be broken, I'm afraid. Rocking on a shelf like a doll, rocking on a shelf like a doll, rocking on a shelf like a doll. I know I'm close to freedom, she's there. When you look, I need it locked in the back of my grave. Afraid of falling, scared of my feelings. I wreck myself, I jam myself, I'm afraid to be broken. Rocking on a shelf like a doll, rocking on a shelf like a doll, rocking on a shelf like a doll. Once upon a time, an old child, just a child, what will life give him? He's an impassioned child. Once upon a time, an orphan child, frightened child. What if they left him again? Better be alone. Once upon a time, an old man, young old man, what will life give him? Better not to know. Once upon a time, an old man, lonely old man. What if he was suffering again? And again, and again, and again. I'm the child of a tale, and time hit me to the ground. For he's no longer spinning around. You're the old man of this tale, and time hit you the same. He passed, suddenly caught up with you. Once upon a time they crossed their ways. Everything seemed so simple, so perfect. They wanted to go on. Once upon a time they had dreams. Reality got them again, and again, and again, and again. I'm the child of a tale, and time hit me to the ground. For he's no longer spinning around.
Man of this talent, time hit you the same. He passed, suddenly caught up with you. Maxime, tu joues vraiment bien, toi, dis donc. Et toi, No, tu chantes si bien. Merci. Ils sont en projet tous les deux. Et maintenant, on va vous saluer et vous dire bye bye, les Love Sisters. J'ai le plaisir de recevoir un invité qui s'appelle Alain Colombier, qui est médecin généraliste, tout simplement, et qui vient de dévisser sa plaque. Voilà. juste dévisser sa plaque, voilà. Dévisser sa plaque pour un transfert d'activité vers une île qui est mon paradis. C'est pas la peine d'aller loin sur Terre pour trouver son paradis. Non. La première fois que je suis arrivé, j'ai eu le coup de foudre intégral. Pourtant, c'était dans des conditions un petit peu cataclysmiques. Une ville bondée de circulation, un matin à 7h30, il y a 3 gros ferries qui dégueulent, des voitures et des camions à perdre haleine. Tu t'arrêtes, tu sors de ta voiture pour demander ta direction, et puis tu as l'impression d'être traversé par un courant électrique de bas en haut. Et tu te dis, c'est là. Et tu te dis, je reviendrai un jour. On y est revenu pendant... Ça fait bientôt 35 ans maintenant. En fait, c'était beaucoup plus simple pour nous même d'habiter sur place que d'y aller en vacances. Bien sûr. Parce que tu as au niveau de l'été, par exemple, pratiquement du mois de mai jusqu'au mois de septembre, des vols directs Calvi-Montpellier. Oui. Calvi-Montpellier, ça prend quasiment pas plus d'1 heure. On t'a remarqué à travers... Disons qu'entre d'un côté un esprit carabin auquel je suis resté fidèle malgré mon âge, et peut-être plus encore en vieillissant. Et de l'autre côté, une situation qui devenait insupportable, une situation qui devenait extrêmement douloureuse pour tout le monde, pour toute la famille des soignants, et pas que des soignants, hein, parce que moi je me suis déclaré chair à canon, et avec moi j'ai bien voulu prendre tout ce qui était... Quand tu t'es déclaré chair à canon, tu t'es mis nu. Je me suis déclaré d'abord chair à canon. Pour montrer l'ampleur... L'ampleur des désastres. Mais il n'y avait pas que nous, je tiens à dire qu'il n'y avait pas que nous les soignants, il y avait aussi tout ce qui était aide-soignante, il y avait aussi tout ce qui était aide-ménagère, il y avait aussi tout ce qui était caissière. Mais ils ne sont pas mis toutes nues, elles. Je suis désolé, cher ami, mais il y a des gens qui ont suivi mon exemple, et je peux te dire encore qu'il y a des infirmières dans la région de Perpignan qui ont suivi mon exemple. Et bon, là, ça s'est fait de façon plus ou moins ouverte, mais j'ai été en contact avec elle et nous avons discuté. Oui. Et par contre, il y a un groupe de dentistes sur la région parisienne qui s'est mis à poil aussi, comme moi, pour montrer comment ils ne pouvaient pas travailler, comment on les empêchait de travailler et les moyens qu'on leur donnait. Et en fait, là, je peux te dire que c'est directement inspiré de moi parce que je connais personnellement la personne au niveau syndicat de dentistes qui a fait passer les photos, qui ont inspiré les dentistes et qui se sont reconnus de moi. Bien sûr. Voilà. Donc, tu vas m'en dire un petit peu plus sur cette colère? Mais la colère, elle est venue progressivement parce qu'on était... quand on voulait, on pouvait être informé. Quand on voulait. Quand on voulait, on pouvait être informé. Et j'insiste, moi j'ai traité M. Macron de menteur, j'ai traité M. Macron d'abuseur public, j'ai traité M. Macron de mettre en danger la vie d'autrui, d'exposer la vie d'autrui et d'assassinat collectif. Et je peux le faire avec preuve, parce que j'ai des fiches, j'ai partagé la photographie d'une feuille de papier qui est un document qui vient de la COREB, c'est-à-dire la Commission d'orientation des risques épidémiologiques et bactériologiques, adressé au SAMU de France, non pas
par rapport à ce qu'on voit actuellement sur le net le 29 février, mais la version originale adressée le 22 janvier, sur laquelle il était écrit textuellement « Tout plus fièvre égale masque ». On savait depuis le mois de novembre qu'il y avait des cas de Covid en Asie, et en particulier en Chine, dans la province de Hubei et du côté de Wuhan. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais je te l'apprends, si tu ne l'es pas, c'est que le directeur de l'hôpital de Wuhan est un Français. Oui, bien sûr. Oui, ça, Et voilà. c'est un Français qui est directement en rapport avec la présidence de la République. Voilà. Mais en même temps, oui, de toute façon, aujourd'hui, on sait que c'est En même temps, la France étant la cinquième puissance du monde, la France est un pays qui a quand même à sa disposition des services spéciaux, des services de renseignement. Pour la cinquième puissance du monde, comme je l'ai déjà dit, je demande où sont passés les services spéciaux et à quoi ils servent. Il n'y a pas que ça. S'ils ne permettent pas d'alerter le gouvernement de la France d'une situation aussi catastrophique que ça. Hein, mais oui, ça a été provoqué quand même. Hein. Où on va? Oui, mais ça a été provoqué pour les masques. On a bien provoqué le manque de masques en France. Pour les masques, maintenant, on nous rétorque que les masques qu'on détruisait, c'était des masques qui étaient soi-disant périmés, abîmés. Ils ont été vendus par Hollande. Mais du temps de Mme Bachelot, on avait 600 millions de masques en France, en stock. Du temps du gouvernement Hollande et de sa ministre de la Santé, dont les seconds étaient M. Véran et le professeur Salomon, on a décidé la destruction des stocks de masques. On sait depuis novembre, on sait depuis janvier où ça a été publié pour les SAMU, on sait depuis ce moment-là qu'on va avoir besoin de ces masques. Alors pourquoi, au mois de mars dernier, est-on encore en train de détruire les masques? Et pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, puisque nous sommes le 28, il y a plus de 8 ou 10 jours, il prétend qu'il ne manquait pas de masques? Parce que ce sont des menteurs. Voilà. C'est un mensonge d'État. Mais voilà. Le problème des masques est un mensonge d'État sur deux plans. Le problème des masques est un mensonge d'État dans le sens où on avait connaissance de la situation. Le président de la République a déclaré qu'il n'avait pas connaissance de la situation. C'est un mensonge. Bah oui. Premièrement. Deuxièmement, il a déclaré que les masques pour le personnel soignant, il était identique de porter des masques FFP2 et de porter des masques qui étaient des masques type chirurgical. Le masque chirurgical, c'est un pare-postillon. Hein, c'est quelque chose qui est fait simplement pour arrêter les gouttelettes de salive qui ne te protège pas à toi quand il le porte, qui protège la personne qui est en face de toi. D'accord. Le masque FFP2 filtre plus de 99% de l'air ambiant, filtre des particules de l'ordre du nanomicron, hein, dont de la taille d'un virus, est capable d'arrêter les particules virales et de protéger celui qui le porte. Alors qu'on ne me dise pas, et ça a été publié il y a plus d'une quinzaine d'années à Jussieu, à Paris, par l'étude du professeur Cara, qui nous montre, qui nous prouve le titrage et le niveau de filtration des masques, et qui nous montre qu'il n'y a aucune mesure, bien que les ministres en question, M. Véran, M. Salomon, aient déclaré le contraire, il n'y a aucune mesure, commune mesure, entre un masque FFP2 et un masque chirurgical, que ce soit dit une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est dit une bonne fois pour toutes quand même. Hein. Par exemple, la fameuse plante contre le paludisme, pourquoi ils l'ont interdit en France? Pourquoi elle a été interdite en France? Ben là, je te ramènerai à l'été 2019, où nous avons appris, à la stupéfaction de beaucoup de soignants, que l'homéopathie allait être déremboursée. Voilà. Mon épouse, dont tu as eu la gentillesse de parler tout à l'heure, a été opérée il y a 1 an d'un cancer du sein. Elle a été opérée, on est arrivé suffisamment tôt pour limiter les dégâts. Elle a eu une intervention simple, une tumorectomie, suivie d'une radiothérapie. Le professeur Philippe Rouanet, qui l'a opéré à l'ICM à Montpellier, nous a mis en rapport avec le docteur Philippe Rocheblave. Philippe Rocheblave, c'est un homéopathe qui a enseigné l'homéopathie à la faculté de pharmacie de Montpellier et qui peut prescrire, et qui prescrit, et qui a prescrit, et mon épouse a pris, un traitement à base d'homéopathie pour traiter les effets secondaires de la radiothérapie. Est-ce qu'on peut imaginer, de façon sensée, si c'est inefficace, qu'on puisse traiter les effets secondaires de la radiothérapie, qui est quelque chose quand même d'extrêmement agressif, par un simple traitement homéopathique? Est-ce que ça ne pose pas des questions quelque part? Bien sûr et que ça pose des questions. Pourquoi on a déremboursé ça? Mais je ramènerai à juillet 2017 et 2018, où notre cher président a invité à l'Élysée tous les membres de Big Pharma
Vous pouvez aller chercher les informations. J'insiste pour que l'ensemble des citoyens, c'est un devoir aujourd'hui. L'information n'est pas un droit, elle est un devoir. On a le devoir, en tant que citoyen, de s'informer et pas de gober tout ce qu'on te donne dans la télévision. C'est pour ça que des télévisions comme Love Sisters, justement, ont un rôle d'avenir prépondérant et un rôle de liberté. Parce qu'on n'a pas le droit de passer à côté de l'information. Et quand on va sur un moteur de recherche sur Internet, j'insiste là-dessus, il y a une première page qui s'ouvre. En bas de la page, si on se donne la peine d'aller en bas de la page, il y a marqué plus d'informations. On clique une fois dessus, une deuxième fois, une troisième fois, et on commence à trouver des informations intéressantes. Bien sûr. L'étude sur les masques que je t'ai donnée tout à l'heure, elle n'est pas en première page sur Google. Non. Il faut se donner mais elle est à la portée de tout le monde. Certes, elle est scientifique, tout le monde ne va pas tout comprendre, mais si je te mets des chiffres sous les yeux, même si tu n'es pas médecin, tu vas comprendre. Tu peux me parler du nom de la plante quand même, homéopathique? Artémisia. Ben, l'artémisia, en fait, c'est un médicament naturel, comme beaucoup de médicaments naturels. N'oublions pas quand même que la plupart de notre pharmacopée est issue de substances naturelles, avant toute chose. Si tu traites le cœur avec de la digoxine, tu fais appel à une plante qui s'appelle la digitale. C'est incroyable. L'artémisia, c'est une plante qui est connue pour le traitement du paludisme, qui permet de traiter le paludisme dans certains pays avec beaucoup moins d'effets secondaires que certains médicaments. N'oublions pas l'histoire de Stromae, qui a failli devenir fou en prenant un fameux médicament contre le paludisme, que beaucoup de gens ont pris, et qui a des effets psychotiques, psychogènes extrêmement importants, qui peuvent complètement te faire perdre la raison et t'amener au suicide ou t'amener au crime de la personne qui est en face de toi. C'est très grave. Et la preuve de l'efficacité de cette plante, de l'artémisia, c'est en fait tout ce qu'on a annoncé, tout le cataclysme, la catastrophe humanitaire, sanitaire qu'on a annoncé au niveau des pays africains et qui montre qu'ils n'ont pas eu plus de morts que les autres, et même beaucoup moins. Il y a 0 mort déclaré à Madagascar aujourd'hui. C'est incroyable. Mais est-ce qu'on peut se fournir et cultiver comme cultiver cette plante en cachette? Ça m'intéresse. Il n'y a pas que ça comme plante qu'on cultive en cachette, à condition de ne pas se faire prendre, on a le droit de tout faire. Mais actuellement, il est officiellement interdit en France de cultiver l'artémisia. Eh ben, c'est quand même voulu, donc. C'est totalement voulu. Et donc, je te ramène à ce que je disais tout à l'heure au sujet de Big Pharma. Voilà. C'est voulu, c'est voulu. On empêche l'être humain de se soigner. Donc, on passe par la peur, le désarroi. En fait, on a utilisé la peur. On a utilisé la peur pour dissoudre la société dans laquelle on vit. On a fait en sorte que les gens aient peur les uns des autres. Je suis médecin depuis 31 ans. Est-ce que tu peux imaginer ce que c'est pour un médecin qui connaît ses patients depuis 31 ans, qui connaît ses familles, j'en suis à 4e, 5e génération dans des familles, de se rendre chez des patients en ayant peur de ces patients. Tu l'imagines? Mais non. Mais bon Dieu, bonsoir, c'est pas des gens en face de nous dont il faut avoir peur, c'est du virus qu'il faut avoir peur. Oui, mais non, effectivement. On a transposé la peur du virus en peur de l'individu. Exactement. Et ça, c'est inqualifiable. Mais pourquoi est-ce qu'on permet au jour d'aujourd'hui d'aller dans des métros qui sont bondés? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a réintroduit le travail? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on permet aux gens d'aller faire leurs courses dans des supermarchés bondés? Même si c'est filtré à l'entrée, il n'y a qu'à voir les personnes qui sont à l'intérieur. Quand tu te croises dans des rayons de supermarché, ils font pas 6 mètres large. Et entre le produit, toi et la personne qui est à côté, il n'y a forcément pas de distanciation. Et pourquoi on interdit les bars? Pourquoi on interdit les restaurants? Oui, mais on voit bien qu'il y a quelque chose d'illogique. Mais l'illogisme, c'est qu'on interdit aux gens d'aller dans les endroits où on peut échanger. On interdit aux gens d'aller dans les endroits où on peut parler, discuter ensemble. Voilà, on a divisé pour mieux régner. On s'est foutu de la gueule des Français en parlant des discussions de bistrot. Mais les discussions de bistrot, elles font notre société. Il n'y a pas de fumée sans feu quand on entend des échos. Exactement.
Voilà. Voilà. Mais il y a un bruit qui court, toi, en tant que médecin, et ça m'intéresse énormément. Et c'est pas un bruit parce que c'est presque une réalité. On demande aux médecins maintenant de casser le code déontologique avec des primes, avec des propositions de primes. Qu'est-ce que tu en penses? On a demandé beaucoup de choses aux médecins, beaucoup de choses qui étaient totalement illogiques. On a demandé à des médecins de soigner une pathologie grave avec du paracétamol, tout simplement. Alors qu'on connaissait les traitements qu'il fallait donner dès le départ. Hein? On a demandé aux médecins de ne pas se masquer ou de travailler sans masque au départ, alors qu'ils étaient devant des pathologies qui pouvaient être gravissimes pour eux. Et la preuve, c'est que le jour où j'ai publié ma fameuse photo nue, je l'ai fait en réaction au premier médecin qui est décédé à Creil, l'anesthésiste réanimateur de la base de Creil, qui est décédé. Et c'est ça qui m'a... Henri Mondor, à l'hôpital Henri Mondor. C'est ça qui m'a fait crier, c'est ça qui m'a fait hurler et qui m'a fait faire ce geste de désespoir, de me montrer complètement nu comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, on demande le tracking. Et je suis fier et je suis heureux au jour d'aujourd'hui d'avoir cessé mon activité pour ne pas participer à cette saloperie. Mais tu penses que tous les médecins vont accepter ? J'ai bien peur qu'il y en a plus que ce que je croyais au début qui y participent. Donc ça voudrait dire qu'il y a plus de vendus qu'on ne croit. Non, ça voudrait dire tout simplement que les gens sont formatés. Mais puisqu'ils vont toucher une prime. Oui, mais la prime, franchement, la prime qu'on va te donner, c'est négligeable. Non, je pense que les gens sont formatés. Je pense que les gens, depuis le départ, sont formatés. Depuis le départ, depuis des années, on n'a pas rehaussé le prix de base de l'acte médical. La consultation est toujours à 25 €, alors que la moyenne européenne d'une consultation, c'est au minimum de 50 €. On fait par des primes, on fait par des trucs comme ça. Et on a habitué les gens à gagner leur vie en fonction des primes. Moi, je suis complètement largué. Le NGAP, la nomenclature des actes, je dire un truc, j'entrave caudal, mes remplaçants qui sont beaucoup plus jeunes que moi, ils fonctionnent comme ça. Je me demande des fois comment ils peuvent faire des feuilles de maladie à plus de 100, 120, 130 € sur une garde. Ils ont le droit de le faire. Moi, je me déplaçais au service de mes patients, au domicile de mes patients, alors que je n'avais pas forcément et qu'ils n'avaient pas le droit de m'appeler et que je n'avais pas forcément l'autorisation officielle de le faire. J'aurais eu l'autorisation officielle de le faire si au lieu de prendre 35 €, j'en avais pris 50 ou 70. Bien sûr. Je vais en Corse actuellement m'installer. Si tu vas en Corse appeler un médecin pour une pathologie qui ne justifie pas le déplacement du médecin, c'est-à-dire une personne qui n'est pas en affection longue durée, ce n'est pas une personne âgée qui n'est pas une personne âgée, qui n'est pas une personne grabataire et qui peut se déplacer par ses propres moyens, tu appelles le médecin pour ton confort. La visite à domicile en Corse, au jour d'aujourd'hui, elle est à 90 € pour des gens de secteur 1 qui sont conventionnés par la sécurité sociale. Eux, ils ont le droit de faire ça, et moi, je n'avais pas le droit de faire ma visite à 35 €. Voilà. Et ça, si tu veux, on a formaté les gens à vivre en leur donnant la béquée et en leur donnant la possibilité de travailler en faisant des options, en travaillant de façon optionnelle avec des choses qui, moi, me dépassent complètement. Ça fait des années et des années que j'ai refusé de m'intéresser à ça. Chez moi, une consultation, c'est 25 €. Une visite à domicile, c'est 35 €. C'est la misère, c'est lamentable par rapport à la moyenne des pays européens. Mais je pense que les gens qui ont été habitués à travailler avec des primes, ils vont prendre cette prime comme ils ont pris les autres. Ils sont formatés comme ça. Et en France, c'est comme ça qu'on a perdu sa liberté. Et les gens ne sont pas... Ils ne se sont pas aperçus qu'ils perdaient peu à peu leur liberté. Mais que ce soit les médecins ou autres personnes dans la société, les gens ne se sont pas aperçus qu'ils perdaient leur liberté en acceptant d'être victimes du clientélisme. Tout simplement, il y a un clientélisme pour les médecins, comme il y a un clientélisme dans la société, tout simplement. Oui. On te demande, je suis désolé, ce qui était le RMI, et tout ça, c'est un revenu minimum d'insertion. Il y a revenu minimum, d'accord, il y a insertion aussi dedans. Oui. Pourquoi on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs. Voilà. Et on a des devoirs dans le sens où, je te disais tout à l'heure, on a le devoir d'aller chercher son information comme ça. Mais on n'a plus l'information. Et maintenant, on n'a plus l'information. C'est-à-dire que c'est un disque rayé qui passe. C'est un disque rayé qui passe. Mais si on se donne la peine d'aller fouiller, d'aller très fond du net, il n'y a pas que le darknet. Mais je pense quand même qu'il y a des gens qui se donnent la peine d'aller fouiller. La preuve. La preuve. Et non seulement ça, mais qu'est-ce que... Moi, je ne suis pas journaliste de formation. Moi, je suis médecin généraliste de formation. Toi, étant médecin généraliste, comment tu vois l'avenir de ce Covid-19 dont on a fait pataquès, on dit pataquès, c'est ça? Un pataquès, oui. Ouais. On a fait tout un pataquès. Je vais te dire,
Alors je vais te faire la réponse qu'on fait pour rigoler. Le Covid-19, il est foutu, il y a le vin qui va sortir. Oui, il y a le vin qui va sortir. Donc bon, le Covid, les coronavirus sur la planète, ils existent depuis que la planète... Alain, je vais te poser une question quand même. Il y a le vin qui va sortir. Le numéro 20, hein, pas le 20-20 VIN. Hein. Si tu veux aussi, oui, pas de problème. Non. Et donc, Alain, je vais te poser une question. Est-ce que en Corse, je pourrais te joindre au cas où je serais en danger? Mais bien sûr. Non seulement tu pourras me joindre si tu es au plan danger sanitaire, mais éventuellement d'autres types de dangers aussi. Mais comment tu pourras me faire pour me faire une ordonnance parce que tu appartiendras à la Corse? Je n'appartiens pas à la Corse. Moi, Alain Colombier, je n'appartiens qu'à une seule personne, c'est Alain Colombier et éventuellement mon épouse. Ce sont les seules personnes auxquelles j'appartiens. Oui. Et donc, mais tu n'auras pas le droit de me faire une ordonnance? C'est difficile de faire une ordonnance quand on n'examine pas la personne. Déjà. Bah, ils l'ont fait par téléphone, là. Si on fait de la télémédecine, on peut éventuellement faire une téléconsultation. Voilà. Et je crois que la téléconsultation, c'est pas ce à quoi j'aspire de la médecine. Parce mais que pas moi, du tout. Avant toute chose, la médecine, c'est quelque chose d'humain. Mais bien sûr, mais je veux dire par là, pendant le Covid-19, ils faisaient de la... Mais pendant le Covid-19, comme on a déshumanisé la société, on a aussi déshumanisé la médecine. Voilà, exactement. Tout simplement. Moi, je me suis préparé, vu ce que j'avais vu, parce que la feuille, comme je te disais tout à l'heure, elle faisait partie d'un mail qui nous est parvenu par le Conseil national de l'Ordre des médecins le 24 janvier. Et c'était des liens dessus. C'est grave, hein, c'est grave. En fait, moi, dès le début du mois de février, moi j'ai posé nu, pas pour dire comment j'étais moi, pour dire comment était la profession, pour dire comment étaient les gens qui faisaient tourner la France. On peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes déroutés, nous n'avons plus confiance. On peut préciser ça. Hein. À force d'entendre tout et son contraire, on nous pousse à ne plus avoir confiance. Est-ce que tu penses quand même que les gens vont se laisser faire? Par rapport à la confiance, tu sais, je ne retrouverai plus l'auteur, mais il y a quelqu'un qui disait « J'ai tellement peu confiance en lui qu'il me dit quelque chose, je ne crois même pas le contraire de ce qu'il me dit. » Encore plus grave. Et comment tu vois, toi, un peu en imaginant le peuple réagir par rapport à tout ce qui se prépare? J'ai peur que ça... Alors, j'entends ces jours-ci des choses qui se structurent, et ça me fait plutôt plaisir. Je pense qu'il faut restructurer. Je pense que là, il faut qu'il y ait une vie demain. Ça, c'est une évidence. Mais il ne faut pas que la vie de demain, il ne faut pas reprendre la vie d'avant. Il faut bien faire la différence entre la vie à reprendre, que la vie reprenne, et Dieu merci. Mais pas sous contrôle. Mais pas sous contrôle, et que ce ne soit pas la vie d'avant qui reprenne. Oui, mais pas sous contrôle de ces gens-là. Pas sous contrôle de ces gens-là. Et surtout préserver le futur. Préserver le futur et préserver sa liberté. Moi, je ne suis pas un écologiste. Bien amener la différence. Je ne suis pas un écologiste parce que pour moi, quand on est quelque chose, autant avoir l'honnêteté de dire ce qu'on est jusqu'au bout. Moi, les écologistes d'aujourd'hui, je vais en faire brondis-rintin, j'appelle ça des pastèques. Tu vois comment c'est foutu une pastèque? Oui. C'est vert dehors et quand tu la coupes au milieu, elle est de la couleur de tes panneaux de Love Sister là, à l'intérieur. Moi, au jour d'aujourd'hui, si on est communiste, il n'y a pas de honte à être communiste, mais qu'on me le dise. C'est pas un problème et ça ne me pose aucun problème. On ne se déguise pas en vert quand on est rouge à l'intérieur. Moi, je serais écologique pour le bien et pour le futur de la planète. L'homme sur la Terre n'est qu'un invité. Voilà. L'homme sur la Terre, là, exact. Nous ne sommes que des locataires de notre Terre, de notre planète. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Sauf qu'on en a abusé quand même. Hein. On en a abusé, on l'a violée, on l'a trépanée, on a fait tout ce que tu veux avec elle. On a fait une horreur de la tête. Mais ça fait tellement longtemps qu'on nous le dit, ça fait tellement longtemps qu'on entend parler des horreurs qui sont produites, que oui, c'est devenu une habitude. Ça fait partie du formatage. Je vais quand même te poser une question, parce que j'ai peur de l'oublier, cette question, et elle est très importante. Pour toi, le Covid ne peut pas être arrivé comme ça? Moi, je ne suis pas virologue pour te répondre exactement à cette question,
il semblerait, d'après le professeur Montagnier, en tout cas, si je prends le professeur Montagnier, qui est quand même pas n'importe qui, parce que moi j'ai fait partie avec mon épouse de la génération qui a vu arriver le VIH. Je me rappelle du premier patient, on était ensemble dans le service à Val d'Orel à l'époque, qui est devenu ICM maintenant, hein, grâce à mon ami Jacques Domergue. Le premier patient dont on nous a parlé, on est venu voir, il y a une tumeur cutanée, c'est une tumeur rare, ça s'appelle un sarcome de Kaposi. Et on va trouver ça, on va apprendre à dépister ça, à reconnaître ça dans une maladie qui s'appelle le sida. Qu'est-ce que c'est le sida? À l'époque, on était au début des années 80. Va savoir. Hein. On a bien sûr après appris ce que c'était le sida, malheureusement. Et pour beaucoup qui nous ont quittés, et pour beaucoup qui ont trépassé à cause de cette saloperie. Mais bon, si tu veux, le professeur Montagnier a émergé à ce moment-là, a eu le prix Nobel à ce moment-là, un prix Nobel certes qui a été contesté, mais qui a quand même été reconnu comme prix Nobel. Et c'est quand même pas n'importe qui, même si on dit qu'il est âgé maintenant, c'est quand même pas n'importe qui quand il s'exprime. Et si ce monsieur qui a été à l'origine de la découverte, de la mise en évidence du virus, du HIV, reconnaît qu'il y a des parties du génome du HIV dans le Covid, je pense qu'il n'est pas complètement idiot pour reconnaître le travail qu'il a fait il y a 40 ans en arrière. Ça veut dire l'incertitude est quand même presque une certitude. L'incertitude, elle plaide. Après, le Covid, c'est une maladie, c'est la première fois, enfin la deuxième fois avec le VIH, disons, mais c'est une maladie qui apporte à un médecin comme je suis quelque chose de nouveau, parce qu'on nous parle de formation médicale continue, on nous parle de la nécessité à la fois humaine, médicale et déontologique de continuer à se former pendant toute sa vie de médecin. Mais l'histoire du Covid, elle apporte quelque chose de nouveau, c'est qu'on se forme en même temps qu'on découvre la maladie. D'accord. Comme on a pu se former à l'époque sur le sida, au fur et à mesure qu'on découvrait le sida. Toi, en tant que médecin, quand même, tu n'as pas vraiment répondu à ma question. Ce n'est pas un virus qui est arrivé naturellement. Ben, d'après le professeur Montagnier, non. Et si je me fie à mes maîtres et à mes autorités supérieures, à mes maîtres, comme je peux reconnaître le professeur Montagnier comme un maître, il faut croire que non. Pourquoi on ne peut pas vivre libre dans notre pays actuellement en France? Moi, pour la France, je veux qu'une chose, c'est la liberté. Je veux que le mot liberté puisse briller de nouveau au fronton de nos mairies. Le mot de la fin, c'est liberté. Le mot de la fin, c'est le mot liberté. Liberté. Liberté, vous avez compris. Libertad. Libertad. On vous remercie beaucoup. Alain, je te remercie. Merci. Nous souhaitons à nouveau un joyeux anniversaire à ton épouse, à Dominique Chéri. Et nous faisons plein de bisous aussi. Oui. Et on vous dit bye bye, les Love Sisters. Bye.